Ces jours-ci, une page s'est tournée. Eh bien oui, Jack Lang a démissionné. Et est-ce que c'est pas la fin d'une époque? On va se poser la question. Le Premier ministre, lui, eh bien, il est débarrassé du budget. Il va essayer de se projeter vers l'avenir. Et l'énergie pourrait être un chantier compliqué aussi pour lui. Il va en être question dès les prochains jours, dès les prochaines heures. Un dossier sensible, on va en parler aussi. Et puis, eh bien, le procès de Madame Le Pen en appel se termine. Si d'aventure elle était condamnée et que Jordan Bardella partait à la présidentielle à sa place, c'est ce qui pourrait faire oublier la patronne. C'est la question qu'on va se poser avec tous mes petits camarades qui sont des grands spécialistes et pour ce club Le Figaro Politique auquel vous êtes toujours les bienvenus. Avec Charles Jégu, grand porteur au Figaro Magazine. Bonsoir Charles. Bonsoir Yves. Bertie Bayard, qui est rédactrice en chef du Figaro Économie. Bonsoir Yves. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Galliero, du service politique du Figaro. La droite n'a aucun secret pour lui, vous allez voir ça. Frédéric Dabi, qui est patron des études d'opinion à l'IFOP. Hein, c'est un des plus grands et un des plus anciens instituts de sondage d'opinion. Non, pas tout à fait. Moins, pas tout à fait. Tiens, Jack Lang. Alors, Jack Lang a été obligé de poser sa démission. Enfin, obligé. Il a démissionné de son poste de président de l'Institut du monde arabe. Et avant même de rentrer dans ce studio, vous me disiez que les études d'opinion faites sur lui, mais il y a longtemps que vous n'avez pas faites non plus, montraient qu'il était quand même très populaire dans la population. J'ai envie de dire extrêmement populaire. Alors il n'y a pas eu d'enquête qui ont été réalisées depuis la tempête Epstein, mais je suis frappé de voir à quel point c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement populaire. Il est sorti du baromètre IFOP fiducial pour matcher Sud Radio parce qu'il n'avait plus de mandat. Mais avant cette période, il était toujours dans les 5-6 premiers avec une popularité très forte à gauche, à droite, dans la jeunesse, chez les personnes âgées. J'ai envie de dire, mais je le dis par rapport à cette époque, c'est quelqu'un qui a réussi à matérialiser la promesse du politique, à savoir une forme de proximité, une proximité admirative, plus qu'identificatoire. C'est un personnage, Jack Lang. Et également, sur le plan des résultats, c'est quelqu'un qui a changé la vie. On peut critiquer des choses, mais il y a un bilan. On peut mettre face à lui ce qu'il a fait au ministère de la Culture. Rappelez-vous, on se focalise sur sa carrière à la culture, mais il y a aussi l'éducation nationale, après les années allègres, qui avaient été extrêmement dévastatrices dans la relation entre le pouvoir et les enseignants. C'est quelqu'un qui a su apaiser. Et c'est vrai que l'incarnation en politique, c'est extrêmement important. Et ce n'était pas qu'une popularité de papier, parce qu'on dit toujours la popularité à la Bernard Kouchner, à la Simone Veil, c'est-à-dire que ça n'embrayait pas sur une carrière électorale. Alors, il a eu quelques défaites. Il a bien sûr perdu à Blois en 2001, parce qu'on lui a reproché d'avoir tenté l'aventure parisienne. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est dans le contexte des élections municipales. Mais quand, en 2006, il était testé en intention de vote présidentielle, quand le PS cherchait celui ou celle qui allait pouvoir affronter Nicolas Sarkozy, finalement Ségolène Royal, il était juste derrière elle, en potentiel électoral, pour être le candidat du PS. Donc très clairement, alors peut-être que on verra, l'image va se dégrader, il y a une rupture d'opinion, il y a quand même beaucoup de choses dans le cadre de ce dossier, mais je pense que il ne faut pas interpréter l'intérêt des Français pour la question Epstein, même si ça peut réactiver un imaginaire en termes de faillite des élites, d'absence d'impunité, etc. Mais Jack Lang, en tant que personnage, c'est quelqu'un qui marque toujours les Français, même s'il n'est plus testé depuis longtemps. Alors, et pourtant, il y a eu l'affaire Epstein. Il y a l'affaire Epstein, on ne sait pas tout, une affaire dans laquelle il est cité sur un plan purement financier, exclusivement pour le moment. Et on va écouter Olivier Faure, le patron du PS, qui lui, est assez radical. Ce qui m'a heurté dans un premier temps, c'est d'abord la façon dont Jack Lang en parlait. On ne peut pas évoquer le souvenir d'Epstein comme celui d'un homme charmant. Il n'était pas un homme charmant, c'était un criminel. Il me semble que Jack Lang devrait réfléchir à sa démission de l'Institut du monde arabe parce qu'il met en péril
potentiellement la réputation d'une institution qui est importante. Alors, avant de rentrer dans le dur du sujet, si tant est qu'on puisse le faire, Charles, c'est aussi la représentation d'une certaine époque, hein, Jack Lang. Oui, je trouve que Frédéric est très courageux de dire de faire ses commentaires positifs sur Jack Lang. Je restitue le regard des Français. Surtout je les assume. Surtout au Figaro, parce que je pense que ça a été un des ennemis préférés, des adversaires préférés du journal dans les années 80. Et bon, ça s'est un peu atténué ensuite avec le temps. Du coup, je ne me rappelle plus quelle était votre question. Non, il est quand même il représente une époque, quoi, la grande époque mitterrandienne, évidemment. Oui. Non, il représente complètement cette époque. Ce qui est vrai, c'est qu'il a une capacité de rebond et de renouvellement qui est impressionnante. Il s'est présenté après Blois, il s'est présenté à Boulogne, il a toujours été candidat à tous les postes. Moi, qui suivais la droite, je l'ai vu faire le siège de Nicolas Sarkozy, puis ensuite celui évidemment de Hollande. Ça, c'était son propre camp, mais rien ne l'arrêtait, jamais. Il aurait pu être un ministre de Nicolas Sarkozy. Il a fait l'éloge de Nicolas Sarkozy, mais dans tous les sens, si j'ose dire. Et donc, quant à Jacques Chirac, il a applaudi en 2003 l'intervention, enfin son opposition à l'intervention en Irak, je m'en souviens très bien. À vrai dire, c'était assez logique qu'il le fasse. Mais enfin, il a toujours été il était toujours dans les superlatifs. Et à un moment donné, en fait, il s'est détaché même de ce qu'était le Parti socialiste pour devenir effectivement une sorte de marque, voilà. J'ai envie une poupée ou un personnage de caricatural, mais auquel les Français conservaient une forme d'affection parce que il était là, il faisait partie du paysage. Mais disons-le, c'est vrai qu'il représente effectivement la fin d'une époque. J'ai l'impression qu'on écrit sa nécrologie alors qu'il n'est pas. Ah non. Il est encore parmi nous, mais c'est la fin d'une époque mitterrandienne d'abord. Celle du 1%, du budget 1% à la culture, c'est vrai qu'il a fait beaucoup. C'est grâce à lui que le budget de la culture a été porté à 1%. Oui, oui, c'est grâce à lui. Les colonnes de Buren, c'est lui. Ça faisait partie des des dossiers qui étaient très critiqués par le Figaro à l'époque. Aujourd'hui, on trouve que c'est pas si mal. Mais en revanche, je vais pas refaire ce que tout le monde a lu, mais c'est vrai que c'est une époque de dépenses à tout va. C'est une dépense où la culture, il n'y a pas de limite. Il est quand même assez dispendieux, ce monsieur. Et à l'Institut du monde arabe, c'est la même chose. Il y a quand même 4 millions de déficit annuel. Et donc, il n'arrive pas à boucler. Et ses relations excellentes avec le roi du Maroc ou avec les pays du Golfe n'ont pas permis de combler ce déficit. Alors, c'est vrai que la fréquentation a augmenté sous sa gouvernance, mais il y a quand même ce bilan financier qui reste très décevant. Oui, c'est une conception de la culture dispendieuse. Il y a les grands travaux. Effectivement, l'héritage qui en reste certainement le plus, c'est-à-dire cette espèce de sanctuarisation de la culture dans le domaine de l'action publique, et qu'on voit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, s'attaquer au secteur de la culture, alors qu'on est dans cet effort, pardon, je reviens à mes marottes budgétaires, quand on cherche des économies, on sait bien que c'est le secteur dans lequel c'est le plus difficile de couper. Vous demandez à Christelle Morancé au niveau de la région qu'elle préside, dans laquelle elle a fait pas mal de coupes sur le secteur de la culture, c'est là-dessus qu'elle est le plus attaquée. Si vous prenez dans les efforts de budget national, l'année dernière, je crois que le gouvernement a été récupérer 500 millions d'euros de trésorerie au CNC pour le cinéma. 500 millions. C'est assez considérable. C'est considérable. Et moi, j'ai été frappée par autre chose encore récemment, et je pense que dans tout ça, il y a un peu de l'héritage de Jack Lang à la culture. Quand François Bayrou a ouvert tous les tiroirs, toutes les boîtes à baffes possibles, imaginables sur les économies à faire. Il a dit on va supprimer 2 jours fériés, on va taper dans l'abattement à 10% des retraités, etc. Il y a un tiroir qu'il n'a jamais ouvert, un seul. Ah. Les intermittents du spectacle. Oui. Ça. Jean-Jacques Ayagon s'en souvient. Certes, mais là, à partir du moment où il avait décidé d'ouvrir entièrement toutes les armoires, tous les placards, etc., il y en a un qu'il n'a jamais fait, c'est celui-là. Et j'avais trouvé ça assez frappant quand même, du dernier tabou ultime de la politique française. Et en ça, je pense qu'effectivement, il y a ce bilan de Jack Lang qui était immédiatement, dont l'action se traduisait immédiatement, nécessairement en crédit. Et ce mouvement-là, il
il n'a jamais été arrêté. C'est quoi le budget des intermittents du spectacle, Bertille? Vous ne savez pas? C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais là, non, à l'instant, je ne peux pas vous donner la réponse. Je crois que c'est plus d'1 milliard. Oui, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Oui, je pense que 1 milliard 200 millions, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que sur Jack Lang, pardon, je me permets, il y a aussi des éléments que les Français citaient en termes de culture populaire. Bien sûr, la fête de la musique, bien sûr. le prix du livre, qui avant n'était pas un prix homogène. Donc il y a eu des choses qui sont quand même qui restent. Les journées du patrimoine. Oui, bien sûr, les journées du patrimoine. Voilà, il y a toute une série d'éléments. Ce qui fait aujourd'hui tout le paradoxe de cette histoire, c'est-à-dire le paradoxe entre la culture populaire et ce bilan qui est cet héritage qu'il a voulu donner, et le côté paillettes et jet set qui est révélé par les directeurs. Vous citiez François Bayrou, j'avais été frappé par un verbatim d'une Française plutôt du bloc central au moment où il était à Matignon. Il avait dit, François Bayrou, qu'est-ce qu'il a fait pour les Français en 30 ans? C'est très sévère, mais c'est une question que les Français ne sont jamais posée pour Jack Lang. Oui, bien sûr. Ouais. Oh. Alors, moi, je me la pose un peu, cette question. Non, mais Emmanuel, oui. Je suis désolé. Alors, allez-y. C'est pas politiquement correct. C'est vrai que Jack Lang, il a cette stature d'homme un peu intouchable, de politique intouchable. Ne pas remettre en question ses décisions, en faire le symbole du développement de la culture en France, c'est magnifique. Et effectivement, il y a pas mal d'exemples qui montrent qu'il y a eu des réussites populaires. Mais moi, je ne peux pas dissocier la trajectoire de cette personnalité politique du choix de François Mitterrand de le mettre à cette place-là de grand organisateur de la culture. Et du coup, c'est un coup de maître de Mitterrand. Il arrive à investir un domaine extraordinaire qu'est la culture, qui touche tout le monde, et qui explique peut-être la popularité de M. Lang, et dans tous les domaines. Parce qu'on regarde, Jack Lang, il commence dans le théâtre à Nancy, il joue Caligula, c'est assez amusant. Il continue sa trajectoire, et finalement, en 1971, il était aussi déjà dans la culture, avant même d'être ministre de la Culture de Mitterrand en 81, et Mitterrand le fait monter. Et il est ministre, comme ça, et il construit un univers culturel en France où il tape effectivement dans tous les domaines de la culture. La photo, le cinéma, le livre, le spectacle populaire, le machin. Bon. Le problème de tout ça, c'est que quand on parle avec des artistes, parfois, ceux qui ne sont pas rentrés dans cette culture subventionnée, on parlait à l'instant, qui a coûté très cher à la France, et aujourd'hui c'est très difficile d'en sortir. Vous citiez Madame Morancé dans sa région, qui s'est battue et qui se fait insulter tous les jours parce qu'elle a osé bouger ce réflexe de 20%, l'argent. Je crois. Oui, mais l'idée c'était en fait de dire, bon, on ne peut pas subventionner n'importe comment, n'importe quoi. C'est aussi ça la question. La question de la culture, c'est aussi ça. Prôner au niveau national que tout le monde est artiste, tout le monde est créateur, c'est un grand message aussi du languisme. C'est une absurdité complète. Vous aboutissez à la fête de la musique, où n'importe qui sait jouer du banjo va se mettre dans la rue et se prendre pour un artiste. Mais le problème, non, mais c'est ça, le principe. Non, mais moi je je crois que Yves chaque année joue, donc ça y est. Soyez sympa quand même. Moi, je suis tout à fait d'accord. J'applaudis des deux mains. C'est formidable la culture pour tous comme ça. Mais le problème, c'est que vous avez des artistes qui sont eux pas subventionnés, qui sont de vrais artistes parce qu'ils ont beaucoup travaillé et qui sont obligés maintenant de se vendre comme à des prix très bas pour travailler, et on n'a pas d'artistes qui vivent en étant artiste aujourd'hui en France, c'est très difficile. Non, mais c'est vrai. On ne peut pas le faire. Alors, excusez-moi, c'est ma tirade. Non, mais je suis obligé de le citer parce qu'il m'a dit avant un truc très juste. Donc, comme il a oublié de dire parce qu'il est parti dans ça. Dis-moi, dites-nous. C'est que cette affaire, cette chute de Jack Lang, mais je ne fais que citer mon honorable correspondant du service politique, elle vient des États-Unis, elle vient de l'extérieur. Et on a suffisamment écrit, pas seulement dans le Figaro, mais dans les articles de presse de ces derniers jours, qu'il y avait quand même beaucoup de sujets sur lesquels il était mis en cause pour ce rapport à l'argent, ses supposées mœurs. Je suis désolé d'en parler, mais comme les gens en parlent, je ne vois pas pourquoi on ne prononcerait pas ce mot. D'ailleurs, il n'y a rien de prouvé, mais simplement ça fait partie de toutes ces choses dont il était question et qui ne sortaient pas. Et tout à coup,
ça vient des États-Unis. Ouais. Et alors seulement, les langues se délient et un certain nombre de gens, Lescure à Cannes dit qu'il ne voulait pas. Mais pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé avant, bon, etc. Donc on voit bien qu'il y avait quand même une certaine, un silence, une omerta, une certaine omerta. Et la notoriété de Jack Lang en France. C'était un intouchable, en fait. Un intouchable. Et du coup, il avait le sentiment sans doute, il n'est pas mort, il est né en 1939, donc il lui reste encore quelques belles années à vivre, mais il a marqué cet esprit-là. C'est aussi la difficulté qu'il avait, c'était que il a finalement, cette politique qu'il a défendue a eu des conséquences souvent négatives, mais sa position de figure a fait qu'on ne pouvait pas l'attaquer, on ne peut pas le critiquer. Alors que, franchement, quand on regarde de près... Alors, là, ça fait très mal, non, à l'image des politiques, à la défiance qui existe entre les Français, une majorité de Français. Et là, on creuse encore un peu le trou, là, non? Je partage votre point de vue, Yves. Alors, l'affaire est très circonscrite à un homme politique qui n'est plus en action depuis très longtemps. Il avait tenté une élection dans les Vosges, je crois. Il avait perdu aux législatives, ça devait être en 2007, si je ne me trompe pas. Mais c'est vrai que pour qui sonne le glas, il sonne pour tout le monde. Dans un contexte particulier en plus, que l'on vit depuis la dissolution, que j'appelle l'éclipse du politique. Les Français ont le sentiment que le politique au national n'est plus là. Il n'est plus dans l'écoute, il n'est plus dans le dialogue avec les Français, puisque la classe politique devient autarcique. Elle ne se parle qu'à elle-même pour échafauder, on en a parlé ici à plusieurs reprises, un budget, une politique, on ne parle plus aux Français. Et on ne change plus la vie, on n'est plus dans les résultats. C'est pour ça que les Français cherchent des acteurs périphériques de confiance, l'entreprise qui a une cote d'enfer, on n'est pas du tout dans la... C'est vrai? Ah oui, ça fait maintenant quelques années, on n'est plus dans la vision mitterrandienne, c'est-à-dire plutôt de l'époque de François Mitterrand, très marquée par, quand on disait entreprise aux Français, la plupart citaient la grosse boîte, le patron voyou. Maintenant, on cite la TPE de proximité, la PME, la start-up. On voit l'entreprise, on lui assigne de plus en plus de rôles qui sort même de son domaine de compétences. Et les maires, les élus locaux d'ailleurs. Jack Lang, qui a cette image très nationale, a été maire. Il avait battu le gaulliste Pierre Sudreau en 89 et il est resté jusqu'en 2001 maire de Blois. Et c'est vrai que ce type d'affaires réactive le clivage gros-petit, qui est un clivage très fort, c'est-à-dire les gros, on leur passe tout. Alors les gros au sens très large, c'est-à-dire c'est l'homme politique national, ça peut être la banque qu'on rend floue en 2008, le restaurateur qui bénéficie d'une baisse de TVA, etc. Et puis aussi cette idée que les gros, entre guillemets, ce concept avait été forgé par Pierre Birnbaum, un célèbre politiste qui s'appelait le peuple contre les gros, ça aussi réactive très fortement ce sentiment d'impunité. Et ça, c'est absolument dévastateur. L'affaire des États-Unis, les Français pensent aussi à l'affaire Dominique Strauss-Kahn, où Jack Lang avait dit il n'y a pas mort d'homme. Ah oui, ça lui avait été reproché, mais beaucoup moins. Ce qui était factuellement exact. Oui, il n'y a pas eu mort d'homme ni mort de femme, mais l'affaire a quand même beaucoup choqué les Français. L'affaire de Sofitel, c'est 7 ans avant MeToo. Et c'est peut-être la première graine qui a fait fermenter, si je puis dire, MeToo. Et c'est vrai que ça vienne des États-Unis, je partage complètement vos analyses communes, ce n'est pas anodin chez les Français, dans un contexte aussi, ne l'oubliez pas, où jamais l'intérêt des Français pour les questions internationales n'a été aussi forte. Ouais. Jamais ce qui se passe du côté des États-Unis, qui est vu quand même comme un ennemi de la France par 43% des Français. C'est une enquête IFOP pour le site Partir à New York il y a quelques semaines. Ouais, tout ça se mêle et je pense que vous avez raison Yves. La principale conséquence, malgré le retrait depuis longtemps de Jack Lang de la politique, c'est quand même eux et nous, ils n'ont pas la même vie que nous, ils sont déconnectés, etc. Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, la fille ça réactive notre côté concierge, et donc on a appris que Caroline Lang avait fixé un rendez-vous pour un café à DSK et M. Epstein en même temps. Ouais. Bon, c'est vrai que ça fait causer, quoi. Ça fait causer. Alors, c'est un sujet on ne peut plus sérieux, puisqu'il inquiète beaucoup les Français, d'ailleurs. C'est celui de l'énergie. Parce que les Français trouvent qu'ils payent très cher leur énergie depuis pas mal de temps. Et il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui est à l'ordre du jour, dont le Premier ministre a beaucoup parlé, et qui va être adoptée normalement par décret. Alors il y avait tout un débat, savoir si les énergies renouvelables allaient être conservées en l'état, qu'est-ce qu'on allait faire avec le nucléaire. Pour vous mettre en bouche, on va écouter quelques commentaires.
Le mensonge des socialistes et des macronistes qui ont tellement honte de voter le lancement de 14 nouveaux réacteurs après avoir voté ici même la fermeture de 14 réacteurs il y a 10 ans. Le « en même temps » aura décidément signifié dire tout et son contraire. Vous ne défendez plus que des slogans creux et vains, prétendant en public que la France aurait encore besoin des éoliennes et des panneaux solaires, alors qu'en privé, vous ne savez plus comment notre système électrique pourrait les absorber et que vous redoutez un effondrement du système à l'espagnol. Je veux ici redire l'importance stratégique de cette filière pour notre indépendance énergétique. L'éolien en mer, c'est une énergie renouvelable abondante et qui participe de notre stratégie de décarbonation. C'est une des filières qui est essentielle pour notre souveraineté énergétique et notre compétitivité et nos résultats climatiques. Et c'est une filière qui permet de créer des emplois en France, partout sur notre littoral, parce que c'est une filière industrielle, où là aussi on crée des éléments, on innove et on a de l'emploi. Alors Bertille, le gouvernement a choisi la voie réglementaire, c'est-à-dire passer par un décret, c'est pas pour rien. Vous avez vu la tête de l'Assemblée nationale. Donc, voilà, ça fait plusieurs premiers ministres qui ont ce dossier entre les mains et qui hésitent de toute façon entre la loi et le décret, en préférant plutôt la voie du décret, parce que vraiment l'hypothèse de mettre ça à l'étude à l'Assemblée nationale par une loi extrêmement compliquée, explosive dans le contexte actuel. Enfin bon, il n'y a pas grand-chose qui passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, donc, et le sujet énergétique est particulièrement marquant, le serait encore plus. Donc le décret, pourquoi pas. Considérer que le débat a eu lieu, beaucoup disent que non, et c'est vrai qu'on en parle depuis tellement longtemps qu'on peut légitimement dire que le débat a eu lieu, parce qu'on parlait juste avant de l'affaire Epstein, on disait que c'était un feuilleton. Là, la programmation pluriannuelle de l'énergie, ça c'est un vrai feuilleton. Le premier texte, il date de la fin 2024. Il était déjà en retard par rapport à ce qui aurait dû être, et il a été remis sur le métier. D'abord par le gouvernement Attal, ensuite du fait de la dissolution. Voilà. Et donc c'est passé depuis entre les mains de Michel Barnier, qui a fait une concertation, dans les mains de François Bayrou, qui a fait une concertation. Et là, Sébastien Lecornu dit, bon, allez, cette fois-ci, on y va. Et avec un potentiel de contestation qui est extrêmement élevé, à la fois à gauche et à droite. Et donc voilà, il va essayer de trouver un équilibre avec tout ça qui est... Et là, c'est notre avenir qui est engagé avec cette programmation d'ici à 2035. Hein. C'est une programmation sur 10 ans. On fait une programmation sur 10 ans en 2 temps, on va dire, dont le but est à la fois d'évaluer, de faire des projections sur ce que sera la consommation d'énergie en France et quelles seront les sources de production qu'on met en face. Et donc on en arrive au fameux équilibre entre l'électricité et les autres énergies. Il faut rappeler que quand même le sujet, ça reste d'abord la consommation de fossiles, qui est à la fois un sujet carbone-climat et aussi un sujet de dépendance de la France vis-à-vis des productions extérieures. Et puis il y a ce sujet qui est extrêmement clivant à l'intérieur de la production d'électricité, quelle part on donne au nucléaire, quelle part on donne aux énergies renouvelables, quelles énergies renouvelables, intermittentes, non intermittentes. Et c'est là qu'on arrive à des débats qui ont perdu absolument toute rationalité, qui sont uniquement devenus un marqueur politique pour chacune des formations, de dire je suis pour, je suis contre, et qu'on a énormément de mal à dépasser ces oppositions-là. Emmanuel, c'est quoi les clivages sont lesquels? Alors en fait, il y a quand même eu sur ce sujet-là des sénateurs qui ont beaucoup travaillé. Et les rapports, sénateurs. Les sénateurs, oui. C'est toujours eux qui travaillent le plus, d'ailleurs. Hein. Oui. Ils font des bons travaux, d'ailleurs. Et là, ils ont pointé, en fait, pour résumer, parce que c'est des dossiers de 400 pages, ils ont pointé les incohérences de la politique industrielle de la France en matière d'énergie. Bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et notamment, ce qui leur manque, c'est une vision. Et d'ailleurs, 10 ans en 2035, c'est presque trop court quand on fait du nucléaire, visiblement. Moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais ceux qui suivent ces affaires de nucléaire... Oui, parce que c'est très long de construire une centrale. C'est très long, et donc c'est des stratégies de long terme. Ça exige une vision politique. Bon. On a vu que le président de la République lui-même, sur cette question-là, pourtant essentielle et stratégique, voire une question même de souveraineté nationale, il n'a pas eu tellement de vision, puisqu'il a changé d'avis en cours. Ce qui a posé des problèmes techniques énormes. Parce que quand vous arrêtez des filières, vous ne pouvez pas le redémarrer comme on allume une lumière ou comme on ouvre une porte. C'est très compliqué. Et le problème du renouvelable, c'est-à-dire que ce qu'ont pointé les sénateurs, en fait, c'est un manque de vision et l'impossibilité de savoir où on va en termes de chiffres. Par exemple, l'impact d'une renouvelable sur le nucléaire, qui est la richesse française,
on ne sait pas quel est-il exactement en termes de coût. On sait par contre que quand vous utilisez de l'intermittent, vous impactez le parc nucléaire et du coup, vous accélérez son vieillissement. Mais c'est vrai, ça ? Techniquement, c'est prouvé. Les spécialistes le disent, le soulignent. Et je crois même que le commissariat à l'énergie l'a souligné. Il y a un rapport qui alerte sur ces questions-là. Et en fait, tous ces rapports convergent sur le fait qu'on n'a pas de réponse précise sur une stratégie et sur une trajectoire. On ne sait pas où on va, en fait. Ça ressemble un peu aux dérives budgétaires. On fait des choix. Alors là, évidemment, M. Lecornu relance ce sujet-là à un moment où on sort du budget. Il faut quand même se trouver aussi quelque chose pour manger. Et derrière ça, il ne dit pas forcément toute la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, la capacité de la France, avec un budget tel qu'on l'a aujourd'hui, de relancer, parce que c'est une question industrielle, et ce sera même une question à la présidentielle, ce sujet-là, l'énergie. Bien sûr. C'est un sujet de pouvoir d'achat. Ça va être au cœur de la campagne. Mais vous ne relancez pas les choses comme ça. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et donc, c'est ce qu'on a observé. C'est au cœur des préoccupations des Français ? Clairement, oui. On se souvient pendant la crise de l'énergie, comme c'était lié à l'inflation, comme ça a inquiété les Français. Les professionnels, on se souvient du boulanger qui racontait qu'il avait eu 200% d'augmentation de sa facture d'électricité. On voit que les Français sont très sensibles à ça. Dans notre enquête mensuelle sur les conversations des Français, qui est une question qui permet de voir le décalage entre l'agenda médiatique, l'agenda politique et ce dont parlent les Français. Le premier sujet, ou presque au mois de janvier, c'était la baisse de la facture. C'était moins la facture que l'abonnement qui avait été diminué assez fortement de la facture d'électricité. C'est un sujet qui intéresse les Français, mais je le dis très directement, c'est un sujet assez peu constitué, parce qu'il n'y a pas eu de vrai débat pour les Français. C'est très indexé, comme vous le disiez, sur la proximité partisane. On avait fait une grosse enquête auprès de 10 000 personnes pour Engie au printemps 2025. On voyait très bien que les Français n'étaient pas sur une bataille d'Hernani, énergie nucléaire versus énergie renouvelable. Ils étaient en même temps ou On voit très bien aussi que sur la question du nucléaire, il n'y a jamais eu une opinion très constituée également. Au moment de l'affaire de Fukushima en mars 2011, si je me souviens bien, il y a eu vraiment une opinion qui était favorable à l'arrêt du nucléaire, et le Parti socialiste et François Hollande s'en est servi dans le cadre des négociations avec des écolos en 2011-2012. Mais depuis la crise de l'énergie, le nucléaire a plutôt repris des couleurs. Lui, il y a un vrai retour de flamme, si je puis dire, avec un clivage gauche-droite qui s'est très fortement atténué. Mais le renouvelable, et je suis très en même temps aussi, a aussi sa faveur. Il y a d'un côté la voice, le cri, la protestation assez militante sur l'éolien, qui est une catastrophe en mer, etc. Les Français, ils sont plutôt favorables. Mais je trouve, et c'est vrai que la campagne présidentielle va être un moment de débat très fort. Dans cette éclipse du politique, il y a un élément d'espoir pour les Français, ils nous le disent comme ça, une belle campagne présidentielle. Et souvent, le souvenir de 2007, qui faisait suite à la campagne de 2005 sur les référendum, on attend des vrais débats, et la question de l'énergie, du pouvoir d'achat. N'oublions pas que la première motivation de vote de l'électorat RN, aujourd'hui favori du premier tour de la présidentielle, justement du premier tour, c'est le pouvoir d'achat. C'est des moments qui sont attendus pour la campagne. Oui, non, mais on a l'impression que la France a suivi depuis 20 ans une politique de gribouille là-dessus, parce que on a réduit le nucléaire, maintenant on revient au nucléaire, on a été très en retard sur les énergies renouvelables au début, puis maintenant, il semblerait que il n'y a jamais eu, et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de débat, vraiment. Parce que c'est des sujets ardus, très compliqués, pointus, quoi. Donc en général, en plus, les ingénieurs ne sont pas de très bons communicants. EDF est tellement habitué à faire sa cuisine dans son coin que ça a des avantages, parce qu'ils sont quand même très bons, mais des inconvénients, parce qu'ils expliquent très mal. Et évidemment, après le Fukushima, il y a eu une catastrophe d'opinion, de perception vis-à-vis du nucléaire, qui a ouvert la voie à la propagande, excusez-moi, je bascule dans les rationnels, pro-éolienne et pro-solaire, qui, je dis propagande parce qu'il y avait une conviction, mais une conviction qui était appuyée sur l'idée qu'il ne fallait pas rater une évolution industrielle majeure, alors qu'en France, on était d'abord sur l'atome. On aurait pu se dire, on sait faire ça, on n'est pas les théories des avantages comparatifs, on laisse les autres bien faire ce qu'ils savent faire, et nous, on fait bien ce qu'on sait faire. Mais la critique de l'atome a été trop forte, et la montée en puissance des Verts a été significative dans l'électorat de gauche pendant 10 ans. Et donc, François Hollande a estimé qu'il devait en tenir compte. Et ensuite,
le grand regret, c'est le double mandat de M. Macron, qui est d'abord un technocrate, qui connaît bien les sujets, qui n'était pas du tout contre l'atome, et qui, en fait, a, pour des raisons électoralistes, défavorisé le dossier nucléaire pendant son premier mandat. Ça a été la grande cause du retard qu'on prend aujourd'hui. Tout ça pour dire que le Premier ministre, M. Lecornu, est encore une fois dans une position de procrastination. Il va renvoyer à plus tard, en fait, au débat de 2027, la question. On peut regretter qu'il ne prenne pas un peu plus ses responsabilités. Et c'est vrai qu'il a du mal à le faire, sans doute, parce que l'éolien et le photovoltaïque ont pris vraiment des positions économiques fortes. Et notamment, moi, je n'avais pas vu ça, mais les territoires en France comptent beaucoup sur la manne de l'éolien et du solaire. Et en fait, ils réclament qu'on continue à les aider à installer, parce que tout ça, ça veut dire des emplois, de l'argent. Et à ravager des régions entières, voilà. D'ailleurs. Et donc... c'est 150 000 emplois, hein, oui, c'est ça. Donc le piège se referme. Oui, mais le nucléaire, c'est 300 000. Mais donc le piège se referme sur ceux qui l'ont armé. Et franchement, c'est au détriment de l'intérêt énergétique de la France, qui avait de toute façon l'hydroélectricité, dont on parle trop peu, et le nucléaire depuis les années de Gaulle-Mitterrand. Vers quoi on se dirige, Bertie, schématiquement ? Schématiquement, avec l'énergie. Charles disait on avait l'atome et l'hydroélectrique. Ça, c'est vrai que c'est la base du mix énergétique électrique français. Hein. Essentiellement, c'était 75% de nucléaire, 25% les barrages, ou 20% plus 5% d'autres petites choses. La question qu'il faut qu'on se pose, en se projetant vraiment sur le long terme, parce qu'effectivement, il y a des temps de construction, on va démarrer, en principe, ce programme de nouveau nucléaire, dont le premier nouveau réacteur entrera en service plutôt autour de 2037-2038. Et donc, on en a 6 à faire comme ça, les 3 paires de futurs EPR et peut-être davantage. Ce qu'il faut en se projetant, c'est, comment va évoluer la consommation. Donc la consommation d'électricité, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'électrification des usages. Donc c'est combien de voitures électriques par rapport aux voitures à essence, c'est combien de chauffage électrique par rapport aux autres chauffages, c'est quelles industries qui basculent sur l'électrique plutôt que d'autres modes énergétiques. Ça, c'est le premier point. Et là, vous avez tous les scénarios. C'est-à-dire qu'on avait prédit d'abord jusqu'en 2020 que la consommation n'allait pas beaucoup augmenter. Ensuite, on a dit que ça va exploser. Et en fait, ça n'a pas bougé. Et donc, aller prévoir ce que va être la trajectoire de consommation d'électricité dans les 10 prochaines années, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que va devenir le parc nucléaire actuel ? Quelle est sa durée de vie et à quelle échéance on va devoir le remplacer de façon certaine ? Et ça, on ne sait pas non plus. Est-ce qu'une centrale nucléaire actuelle, elle dure 50, 60, 80 ans ? On ne sait pas. D'accord. Et or, on va avoir un effet falaise, comme tous ces réacteurs qu'on doit à la grande aux 30 glorieuses ont été construits vraiment dans une période très très courte. Il est possible que dans une période très très courte, à une échéance qu'on ne connaît pas, ces réacteurs devront être arrêtés. Et là, il faudra bien qu'on ait quelque chose à avoir mis à la place. Et donc, c'est une partie de nucléaire. Est-ce que c'est que du nucléaire ? À ce moment-là, on refait un énorme programme nucléaire comme on l'a fait dans les années 80. Ou est-ce qu'on met d'autres énergies, lesquelles ont la meilleure efficacité en termes de production énergétique rapportée à l'euro public, d'argent public qu'on aura mis dedans ? C'est toutes ces questions-là qu'il faut évaluer. Donc aujourd'hui, cette programmation, elle est à la fois très intéressante, et il ne faut pas la lire littéralement à la virgule près, parce que ça reste des paris sur l'avenir, ça reste des choses qui évoluent beaucoup. Pardon, je t'interromps, mais par exemple, quelqu'un comme Henri Poglio dit qu'on peut on peut allonger la durée de vie des centrales existantes de 80 ans. Oui, c'est ce que les Américains font déjà. On peut très probablement le faire. Mais on parle de 75% de l'approvisionnement de l'électricité française. Enfin, je veux bien qu'on fasse des paris, mais ça reste un pari. Si ça ne marche pas, on est bien embêté. Je veux dire, souvenons-nous que 2022, la crise de l'énergie en 2022 pour la France, la crise inflationniste, c'est le parc nucléaire qui était en rade. Il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, il peut y avoir plein de raisons. On peut considérer qu'il a été arrêté de façon trop prudente, etc. Il n'empêche que
risque principal affecté à l'énergie nucléaire et je le dis en étant profondément convaincu de l'intérêt de cette énergie, donc c'est absolument pas un discours anti-nucléaire. Mais le risque qu'on a toujours identifié sur cette énergie, c'est le risque de défaut générique sur le réacteur, sur le parc de réacteurs, c'est-à-dire un défaut qui se révèle tout à coup et on dit ah bah zut, il est présent sur tous les réacteurs du parc français. Ce risque-là, on peut pas le balayer d'un revers de main en disant le nucléaire c'est fantastique, on fait tout en nucléaire. Voilà, et donc c'est en ça qu'un peu de diversification, être à la page, j'allais dire, sur d'autres technologies, mais en choisissant les plus efficaces, les plus efficientes, et si possible avec le coût économique le moindre, c'est là qu'il faut réfléchir quand même. Intéressant. Toute petite. Il y a une dimension, on n'a pas évoqué, on n'aura pas le temps, mais c'est la dimension européenne de ce dossier. Aussi. Oui, bien sûr. L'Allemagne qui a échoué ajouter la simplicité du dossier. C'est quand même très important, notamment qui ont fait du lobbying aussi au niveau européen pour imposer l'éolien, les énergies renouvelables, alors qu'on a vu en Allemagne que ça ne fonctionnait pas tant bien que ça. Et donc c'est un sujet, c'est un aspect très important. Un grand sujet. L'ordre de grandeur du prix que ça va nous... Il n'y a pas un budget qui est attribué Juste pour le nouveau programme nucléaire, on parle d'une centaine de milliards d'euros. Ah ouais. Les réseaux électriques, c'est environ 300 milliards d'euros, parce que là aussi, on est sur une infrastructure qui a vieilli, donc qu'il faut renouveler, qu'il faut entretenir, y compris les interconnexions avec l'Europe qui... certes, ouvrent au marché européen l'électricité, mais qui font aussi que les exportations se portent bien, parce que c'est l'un des premiers postes aujourd'hui d'exportation de la France, c'est l'électricité. Voilà. Et l'adaptation, effectivement, à une production renouvelable qui est plus diffuse que ce qu'étaient les centrales nucléaires. Ouais, bah c'est pas rien, hein. C'est gros affaires de sous. Le Rassemblement national, donc je disais que les plaidoiries de la défense ont lieu actuellement. Là, on se dirige vers la fin du procès en appel. Normalement, l'arrêt devrait être rendu pendant l'été, mais l'été c'est vaste, c'est entre le 21 juin et le 21 septembre, donc c'est pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Jordan Bardella est extrêmement populaire dans les sondages, dans la rue. Il paraît qu'à Carcassonne, ce week-end, il a eu tout le mal, toutes les peines du monde à fendre la foule. On va écouter. Nous nous préparons ensemble, main dans la main, à exercer les plus hautes responsabilités, les plus hautes fonctions de l'État. Je souhaite encore une fois qu'elle puisse porter nos couleurs. Et jusqu'à nouvel ordre, je me prépare à être chef du gouvernement. Et j'entends l'être dans les prochains mois. Chef du gouvernement, mais il pourrait être candidat à la présidentielle. Bah oui, c'est vrai que le Rassemblement national a un luxe de candidats. Marine Le Pen, bien sûr, triple candidate, mais sans doute empêchée. Je ne préjuge pas de ce qui se passera au cœur de l'été, donc dans cette période large du 21 juin, 20 septembre. Et Jordan Bardella. C'est vrai que je suis frappé que quand on teste dans des enquêtes qui valent ce qu'elles valent, d'intention de vote présidentielle, qui ne sont pas prédictives, mais qui donnent un état du rapport de force présidentiel, que il n'y a pas de différence majeure de potentiel entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ce n'est pas les mêmes personnalités, ce n'est pas le même rapport à l'élection présidentielle, ce n'est pas les mêmes atouts auprès des Français, mais ce n'est pas un vote d'incarnation, c'est un vote d'alternative. C'est un vote de « c'est leur tour », pourquoi pas le RN, on ne l'a jamais essayé, il fera pas pire que les autres. Ça nous ramène à notre premier débat sur la crise du politique en France actuellement. Et voilà, pour l'instant, ça ne préjuge pas de ce qui se passera, mais clairement, le RN a une candidate historique et sans doute un candidat quasi certain. Je vous renvoie, Yves, à notre baromètre IFOP fiducial pour le Figaro et Sud Radio, le baromètre de l'ambition présidentielle, où en termes de souhait qu'il soit candidat, Marine Le Pen et Bardella sont au même niveau. Et en termes de pronostic, est-ce que finalement ils auront au bout? Il y a maintenant un écart de 20 points ou de 25 points en faveur de Jordan Bardella. Attendons l'été. Qu'est-ce qui explique cette séduction, finalement? Alors déjà, je pense que la jeunesse de Bardella est un atout aussi pour le RN, mais il faut replacer les choses dans l'ordre. Bardella, c'est le produit de Marine Le Pen, c'est du marinisme. Oui. C'est lui, c'est sa stratégie qui est à l'œuvre aujourd'hui. On a vu aussi souvent Marine Le Pen tenir son parti de main de fer. Enfin, c'est au RN, tout le monde est aligné, tout le monde respecte ce que dit la chef. Et on a vu aussi récemment Bardella, ces derniers jours, prendre des précautions énormes avec Marine Le Pen.
en disant on travaille ensemble, je serai loyal, on est totalement... Il ne veut laisser planer aucun doute sur ses intentions. Et il y a eu un autre événement récent, c'est la signature du livre de Marion Maréchal Le Pen, Oui. Où Bardella était présent. Oui, il était présent. Ça a été vu un peu comme une espèce de réconciliation. Mais moi, qui avais suivi le RN de 2013 à 2017, parti en dynamique constante dans toutes les élections intermédiaires, j'avais perçu un truc en discutant avec Marine Le Pen, et elle m'avait dit, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas au Rassemblement national, c'est l'importance du nom Le Pen. Ouais. C'est important. C'est structurellement, c'est comme ça que fonctionne notre parti. Et quand vous voyez le livre de Marion, il y a un passage où elle explique en 2 mots de mémoire, la filiation est plus importante que l'ambition. Chez nous, la filiation est plus importante que l'ambition. Ça remet un peu de... Elle a abandonné le nom pourtant, elle. Alors, ça c'est les crises internes des Le Pen. Hein. On a tout connu avec Le Pen. Mais c'est aussi une particularité de ce parti, où la politique, c'est ce qui forge les caractères. On peut s'insulter, se tuer, s'entretuer pendant des années, et reste toujours cet attachement au nom, cet attachement à la famille Le Pen, aux créateurs de ce parti, et le respect qu'on doit aux anciens. Enfin, c'est très important pour Marine Le Pen, en tout cas. Bertie, programmatiquement, j'arrive à le dire, c'est pas tout à fait la même chose quand même, Bardella et Marine Le Pen. On dit qu'il y en a un qui est libéral, l'autre social. En tout cas, dans la communication et dans la façon dont ils ont de parler d'économie, c'est différent. Est-ce que programmatiquement, ce sera différent à l'arrivée ? Ça, c'est une grande question. Et donnez-moi le programme de chacun et je pourrais vous apporter la réponse. Mais clairement, Jordan Bardella a incarné... notamment vis-à-vis de Marine Le Pen, mais ça semblait assez bien organisé. Et donc, il a incarné aux dernières échéances électorales, notamment les législatives 24, une parole un peu plus libérale, pro-entreprise, etc. Ça s'est vu en partie dans les votes du RN à l'Assemblée, mais pas entièrement. Et donc, on a eu ces fameux votes du RN aux côtés de LFI sur des sujets de surtaxe sur les entreprises internationales, qui ont un petit peu brouillé cette image, qui a permis aussi de donner un argument au gouvernement en disant « Vous êtes gentil, où est la politique pro-entreprise du RN ? Ils viennent de voter 34 milliards de nouveaux impôts. » Voilà. Et donc là, il y a eu, dans la confusion qui a été introduite, c'était un moment où le RN était un peu moins dans la respectabilisation et plus dans le bazar à l'Assemblée. Et peut-être regrette-t-il ce moment-là, parce qu'effectivement, ça a brouillé un petit peu l'image. Depuis, on a effectivement une sorte de rapprochement que tente le RN vers les idées plus proches du monde de l'entreprise. Je crois que vraiment l'année qui vient sera l'occasion de préciser les choses et de voir si vraiment on est dans cette optique-là ou pas. Ouais. Et il y a un mot, une expression qui est dans la bouche de Jordan Bardella, mais qui n'est pas dans la bouche de Marine Le Pen, c'est l'union des droites. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Quel enthousiasme. Non, mais je pensais qu'on restait sur Bardella. Non, mais sur Bardella, oui, il y a la jeunesse aussi. Est-ce qu'on élit un jeune homme de 32 ans ? Il aura 32 ans en 2027. Oui, non, je voulais juste observer qu'il a fait un livre il n'y a pas très longtemps, Ce que veulent les Français. Oui. Qui s'est vendu pour l'instant à 57 000 exemplaires, j'ai regardé, ce qui n'est pas beaucoup pour lui. Ce qui est beaucoup pour nous. Bien sûr. Et donc, bon, je ne sais pas s'il faut y voir un signe, parce qu'après tout, il tend plutôt le micro qu'il ne parle de lui. Mais enfin, c'est pour relativiser l'enthousiasme autour du personnage. Mais quand on dit que l'avantage, et j'essaierai de parler d'union des droites, mais l'avantage, c'est sa jeunesse, ça me fascine, parce que quand même, 28 ans, quoi. Bientôt, on aura un candidat de 18 ans, alors, dans ce cas-là. Non, mais enfin, je veux dire, là, bon. Donc, on a l'impression l'impression qu'on est à 1 an et que donc on joue avec les enquêtes d'opinion. Et la seule vraie question, c'est de savoir si le ras-le-bol du système politique sera tel qu'il permettra de propulser un candidat de 28 ans, quoi qu'il arrive, quoi. Voilà. Non. Et donc, ça supposera peut-être un certain degré d'union des droites pour que ce soit possible.
Et il est Par la évident base, que- donc. Par la base, parce qu'il n'y aura probablement pas d'accord d'appareil, sauf peut-être à la dernière minute, mais ça m'étonnerait. Mais par la base, en disant, parce que Bardella est quand même plus compatible avec les autres droites que Marine Le Pen, qui, elle, quand même, reste une figure du gaucho-lepénisme. Voilà, donc effectivement, l'avantage que semble prendre Bardella dans les sondages, dans les pronostics de réussite, je pense qu'il tient à ça. Il est compatible avec un électorat de centre-droit, d'une certaine façon, parce que son programme économique est acceptable pour eux. En un mot, au dernier moment, les électeurs peuvent se dire non, quand même, 30 ans. Oui, il aura 32 ans, 32 vous ans. l'avez dit. Moi, je pense que le problème actuellement, dans les enquêtes qualitatives où les Français s'expriment spontanément, c'est moins l'âge de Jordan Bardella, mais son expérience. Bah, ça va un peu ensemble. Oui, quand ça même. va ensemble. Est-ce qu'on le connaît vraiment? Et n'oublions pas que c'est la question que les Français se sont posées dès le début pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a assez vécu? Est-ce qu'il connaît le pays? Donc, toute cette critique qui est apparue quasiment dès ses premières interventions médiatiques, hein, les ouvrières de Gad illettrées, c'était en septembre 2014, sur une certaine déconnexion. Et c'est vrai que pour Jordan Bardella, c'est une critique qui peut arriver quand on sait en plus que dans l'imaginaire d'une présidentielle, on élit quelqu'un qui est très différent du prédécesseur, du président en place. Maintenant, l'union des droites, ça dépendra de l'adversaire au second tour. Si Jordan Bardella est candidat, s'il est au second tour, c'est quand même beaucoup de si c'est face à Jean-Luc Mélenchon, l'union des droites fonctionnera, si je puis dire, à mort. De manière extrêmement forte. D'ailleurs, déjà, une enquête IFOP, il y a quelques mois, montrait que pour la première fois, auprès des sympathisants LR, l'union des droites est voulue par Reconquête et le RN depuis très longtemps, c'est du côté de LR. Il y avait un côté qui regardait du côté du bloc central, l'autre du côté du RN, sans disant sur l'affaiblissement de LR. Maintenant, c'est majoritaire. Mais effectivement, ça ne se fera pas du tout par les appareils, mais par la base, dans un contexte où la présidentielle est tellement loin. On se serait vu à Dieu-ne-plaise le 9 février 2016, on aurait sans doute fait un débat sur 2017, on aurait cité tous les candidats possibles et les vainqueurs imaginables, sauf un, Emmanuel Macron, qui a été testé à partir du mois de mai 2016. Très bien. Mais c'est fini. Un dernier mot. Ah non, mais en fait, ce qui est frappant, c'est que dans le débat face à Gabriel Attal avant les européennes, tous les experts ont considéré que Gabriel Attal avait gagné ce débat. Largement. Oui. Et c'était pas le cas. Oui, tout à fait. Ça n'était pas le cas. Il avait gagné sur la compétence, mais au global sur la conviction, parce qu'il y a cette idée d'alternative, de coup de pied anti-système. Tout à fait c'était incroyable. Bardella. Tout à fait incroyable. Alors, je suis désolé, vous avez 2 minutes chacun pour coup de cœur, coup de griffe. Et on commence par le coup de griffe, comme il se doit. Alors, Emmanuel, coup de griffe. Moi, j'en ai un, c'est Rima Hassan. Ah. Je la cite parce que c'est des paroles qu'elle a écrites sur un texte, sur les réseaux sociaux, très violent. Elle dit... Elle répond à le sénateur Duplon qui voulait réintroduire deux pesticides. Sur les on ne va pas pesticides. discuter du fond, c'est trop compliqué. Mais en tout cas, sur la forme, voilà ce qu'elle dit. Plus de 2 millions de Français et de Françaises s'y opposent, mais cette ordure revient à la charge. Je me demande combien il a pris de lobby de l'agro-industrie quand une démocratie qui va bien, dans une démocratie qui va bien, sa place est en prison. Ah oui. Voilà. Donc, Monsieur Duplon, une ordure dans sa bouche. 2 millions, c'est moins de 5% du corps électoral, je tiens à dire. Mais moi, je passe sur le fond, mais sur la forme. En fait, Sur la forme, le coup de griffe, parce que, un blâme, en réalité, on voit bien le débat politique, bon, on peut tous avoir des mots, mais quand on est en responsabilité, qu'on écrit des mots comme ça, j'ai l'impression qu'on franchit quand même un cap. Là, c'est clair. Et c'est le début de la fin. Ouais, Parce bien que sûr. j'aimerais bien lui poser la question à Rima Hassan en direct, parce que je ne comprends pas ce qu'elle veut faire. Alors, on sait que chez les LFI, c'est un système politique. C'est Louis Boyard qui avait expliqué ça en disant qu'il fallait créer le happening, et c'était comme ça qu'on pouvait un petit peu. Alors c'est vrai qu'il y a le salon de l'agriculture qui approche, bon, il y a plein de raisons. Mais écrire le mot ordure en traitant un sénateur, un parlementaire, de cette manière, c'est vraiment le début de la fin. Et comme on fête les 10 ans de LFI demain, je crois, Oui. bon, si c'est ça l'anniversaire de M. Mélenchon, parce qu'il l'a défendu en plus, un peu bizarre. Coup de cœur. Alors, coup de cœur, il s'appelle, je l'ai noté, Guy Delattre. Vous le connaissez, Guy Delattre? Non, mais vous allez nous dire. C'est le maire de Gorges, le plus vieux maire de France. 94 ans. 94 ans. Alors moi, c'est plus pour la poésie du geste. Il a 94 ans, à l'époque de la Startup Nation, je trouve ça très beau. Il en est à son, combien de mandats, je ne sais même plus, 10e, je crois, je ne sais plus. 10e mandat. Et ouais. Il a connu 3 républiques, 3 républiques, je ne sais pas combien de présidents. Extraordinaire. Donc c'est beau. Et c'est un petit village de 43 habitants. Il n'y a pas tellement de clivage ou de bataille locale. Sauf que, pour finir,
quand il a été élu, qu'il a voulu aller s'engager dans ce combat municipal, c'était pour lutter contre la hausse d'impôts. C'est un sujet d'actualité. Ça reste toujours d'actualité en France. Bertie. Le coup de griffe, c'est pour Sarah Knafo qui, hier soir sur BFM, s'est plantée sur le prix du pass Navigo, alors, en disant que ça coûtait 52 € par an au lieu de 90 € par mois. On est sur une erreur qui est quand même assez large. Alors, je n'ai pas lui jeter la pierre au sens où tous les politiques se sont fait avoir un jour ou l'autre sur ce genre de questions un petit peu piégeuses. Le pass Navigo, c'est quand même assez central dans la vie des Parisiens, mais bon, c'est voilà. Ce qui m'a, j'allais dire, à titre personnel, le plus choqué, c'est la façon dont elle s'est rattrapée 1 heure plus tard. Elle a fait une petite vidéo pour dire, franchement, lapsus, évidemment, je voulais dire mensuel et pas annuel. Ok, et 52 €, c'est pas loin du vrai prix une fois qu'on a enlevé la participation des employeurs. Et donc, les salariés, ils payent plus ou moins, effectivement, 50 € par mois. 45. Ok, jusque-là, d'accord. Mais là où vraiment ça ne va pas, c'est quand elle dit, de toute façon, 50 €, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et donc, pour cette candidate censée incarner une droite de l'ordre dans les comptes, etc., dire que 50 € par mois pour le pass Navigo, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, sachant que ça coûte en réalité 280 € par mois. C'est inconscient. C'est irresponsable. C'est une facilité qui, à mon avis, sape le discours après de vérité sur les comptes à partir du moment où on vous dit ça. Bien voilà. sûr. Ça, voilà pour le coup de griffe. Coup de cœur, très rapidement, la chute du Bitcoin la semaine dernière, j'avoue, moi ça me fait... Je suis désolée pour ceux qui en ont, c'est très douloureux. Moi ça me fait plaisir en espérant que ce soit peut-être un début de retour à la réalité sur cet actif auquel personne ne comprend rien, mais c'est pas grave. Alors Charles, qui est millionnaire en Bitcoin. Moi j'ai toujours Jusqu'à la semaine dernière. Non, j'ai toujours misé sur l'or. Valeur sûre. Alors Charles. Bon, donc en coup de griffe, je mettrai Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez et Renaud Muselier pour la promotion de la candidature aux Jeux d'hiver de 2030, qui est en train de partir en sucette. En sucette. Je peux le dire. Donc c'était une très mauvaise idée. Voilà. Donc je vais laisser la parole. Donc coup de cœur. Et coup de cœur. Tout à coup, j'ai un trou. Ça va me revenir dans une seconde. Bon, Mario Draghi. Mario Draghi, merci. Mario Draghi, qui a reçu qui est docteur honoris causa de l'université de Louvain, qui a fait un grand discours à cette occasion. Et en fait, la figure de Draghi est devenue une espèce de figure très consensuelle en Europe, y compris chez Mélanie, puisqu'il la conseille. Et je trouve, et son discours avait beaucoup de tenue. Il nous rappelle que tout simplement, face aux États-Unis, il n'y a pas d'autre solution que de s'unir ou subir. Alors, coup de griffe, c'est la pétition pour le retour à la proportionnelle. Ah oui. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le débat, puis il y aura peut-être des enquêtes dans la perspective du 16 mars prochain, c'est les 40e anniversaire, ça sera le lendemain du premier tour du municipal, mais le 40e anniversaire du seul vote à la proportionnelle de la Ve République, les fameuses législatives voulues par François Mitterrand à la proportionnelle. Mais une fois de plus, et je reviens à notre premier débat, un sujet important peut-être, mais qui ne parle pas aux Français, qui n'intéresse pas les Français, et que des personnalités de droite et de gauche aussi illustres se soient prêté leur signature, je pense que les Français les attendent sur d'autres sujets. C'est un peu poujado, mais j'assume le fait une fois de plus, on est sur des sujets qui intéressent plus un microcosme que l'ensemble de la population. Une proportionnelle va changer, ne change d'ailleurs le résultat du 7 juillet 2024, c'était presque un résultat à la proportionnelle quand on regarde le rapport de force. Qui prouve qu'ils sont quand même assez déconnectés, pas uniquement sur le prix du ticket de métro. Et mon coup de cœur, c'est un moment, particulier de la cérémonie d'ouverture à Milan pour les JO d'hiver. C'est l'interprétation de l'hymne italien par Laura Pausini. L'hymne italien, tout le monde le connaît, c'est un hymne festif dont on peut se moquer parce qu'il est en décalage avec d'autres hymnes en termes de... C'est un hymne qui rend heureux, qui est presque trop festif. Et là, elle l'a solennisé, si je puis dire, et c'était absolument magnifique. Bravo, bien joué. Extrait, là, si vous plaît. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas les droits. Malheureusement, on n'a pas les droits. Donc, voilà. Mais je peux pas vous le chanter, mais Yves peut le faire. Oui. J'irai à la fête de la musique avec mon banjo. Merci à tous les quatre, merci beaucoup. Vous avez été brillants, percutants. Étincelant, je dirais même. Et je vous dis, pour vous autres téléspectateurs, dont je remercie d'ailleurs l'assiduité, eh bien je vous dis à lundi prochain, même heure,
et pour un nouveau débat avec de nouvelles questions. Bonne nuit, bonne soirée et à lundi.